Allez, le tiercé gagnant 2021 de Net Investissement, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est dans la matinale de gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Karl Toussaint Duvaste. Karl, bonjour. Bonjour Frédéric. Karl, vous êtes le cofondateur de Net Investissement. On est ensemble aujourd'hui puisque votre actualité, c'est que vous avez vendu la boutique à Primonial. Absolument, on s'est rapproché du groupe Primonial. Frédéric, on avait un vrai souci avec Stéphane, mon associé, c'est qu'on avait une croissance qui était très importante depuis plusieurs années, et que cette croissance... Ça marchait tellement bien qu'il fallait vendre. Le paradoxe, c'est que ça marchait bien en termes de volumétrie de business entrant, mais il faut le traiter, ce business entrant, parce qu'on a des milliers de contacts chaque année, chaque mois qui arrivent, et il faut l'absorber. Et donc, notre problématique, notre besoin initial, c'était d'avoir des humains. Il aurait fallu embaucher, qui dit embauche dit cash. Donc il aurait fallu faire une augmentation de capital ou faire rentrer un partenaire, c'est ça? Le projet initial, c'était une levée de fonds, et finalement le rapprochement à Primonial était un peu comme une évidence, parce qu'ils ont un réseau de conseillers partout en France, et que moi j'ai un besoin partout en France d'avoir des conseillers pour traiter mes contacts. Donc on a fait ce mariage évident, où je peux du jour au lendemain me brancher avec une trentaine de conseillers de chez Primonial pour absorber ma croissance. D'accord. Donc ça vous apporte du cash, ça apporte du cash pour Net Investissement, et puis un projet industriel, et c'est ça qui est intéressant. Vous restez dans la maison. On reste évidemment, rien ne change. L'ADN de Net Investissement reste. L'indépendance de Net Investissement reste. Bien sûr, on va continuer à vendre des produits Primonial parce que ce sont des bons produits intrinsèquement, mais on continue à avoir notre architecture ouverte qui est le nerf de la guerre du modèle de Net Investissement. On continuera à travailler avec des assureurs autres que Primonial, des SCPI autres que celles de Primonial, parce que c'est aussi ce que demande le marché. Mais on va bénéficier de ce réseau de conseillers partout en France. Karl, on va parler de votre tiercé gagnant en 2021. Avant ça, j'aimerais qu'on fasse une petite virgule sur les crypto-monnaies, parce que quand on a préparé votre intervention, vous étiez extrêmement... dithyrambique. Sur les crypto-monnaies. C'est un petit peu controversé, et puis c'est très volatile, et c'est un petit peu risqué. Est-ce qu'on peut sérieusement encourager des particuliers à aller sur les crypto-monnaies? Alors c'est volatile, c'est risqué, bien sûr, comme une multitude d'autres classes d'actifs que les gestionnaires de patrimoine manipulent. Est-ce qu'il faut y aller? Bien sûr qu'il faut y aller. L'ironie, c'est que quand le CAC 40 est à 3500 points, les Français peinent à vouloir y rentrer et se ruent dessus quand il est à 5600 points. C'est depuis 30 ans que c'est comme ça. La réalité, c'est que nous sommes en pleine révolution d'une transition d'une finance centralisée telle qu'on la connaît vers une finance décentralisée qui est le modèle économique de la crypto. Tesla, Elon Musk, 8% de sa trésorerie, 1,5 milliard de dollars investis en Bitcoin. BlackRock, JP Morgan, notamment. BlackRock, JP Morgan s'intéresse aux crypto-monnaies. Le maire de la ville de Miami a annoncé qu'il voulait que sa ville soit entièrement crypto-monétisée. C'est-à-dire que les fonctionnaires de la ville de Miami allaient être payés en Bitcoin, que le budget, les impôts pouvaient être payés en crypto-monnaie. Ce que vous dites, c'est qu'il y a un vrai mouvement, qu'il n'y a pas qu'un phénomène de mode, que c'est une réalité de marché, c'est ça? C'est une évidence, c'est irrémédiable, Frédéric. Je ne suis pas en train de dire que la crypto, c'est la panacée. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout mettre 100% bullish sur la crypto-monnaie. Mais on ne peut pas ignorer ce phénomène. On ne peut pas l'ignorer, et je pense qu'en tant que conseil en gestion de patrimoine, 5-10% de votre allocation de votre patrimoine investi dans un panachage de crypto-monnaies. Le Bitcoin n'est pas la fin du monde, il n'y a pas que ça. Il y a un nombre d'autres cryptos. 5-10% de votre investissement sur des crypto-monnaies, c'est un pari qui est très probablement gagnant. Et c'est mon premier tiercé gagnant d'ailleurs pour 2021. Alors c'est ça. Le tiercé gagnant 2021 de Net Investissement, donc les crypto-monnaies, il faut y aller, même si ça peut paraître un peu cher. Les deux autres véhicules ou classes d'actifs qu'il faut privilégier? Alors, cette année, évidemment, les fonds, intelligence artificielle, technologique et disruptif. Vous aimez ce qui est moderne. Hein, Alors d'abord, le passé, c'est-à-dire 2019-2020, nous a montré que les performances étaient juste au-dessus du marché, des tendances de marché. Mais parce que la mutation... C'est un peu cher, justement. Parce qu'il y a un moment, c'est bien quand on est au-dessus du marché, mais... il risque d'y avoir des corrections, non? Frédéric, l'intelligence artificielle, c'est 20 ans de croissance à deux chiffres. 20 ans de croissance à deux chiffres. Nous n'en sommes qu'au tout début. L'intelligence artificielle, on en est au tout début de la mutation de la technologie de l'intelligence artificielle. Ce que vous dites, c'est même si peut-être il y aura de la volatilité, sur le moyen long terme, ça sera gagnant, c'est ça? Voilà, on est en train de basculer de l'ancien monde vers un monde digitalisé. Le monde industriel devient digital. Avec ça, s'accompagne de la technologie, ce qu'on appelle la disruption. Les drones, les véhicules autonomes, tout ça sont embarqués par de la technologie intelligence artificielle. Des fonds qui investissent sur ces sociétés qui développent du savoir, de l'innovation technologique, sont irrémédiablement des fonds qui vont bénéficier d'une croissance et d'une surperformance. Ok, et puis la troisième idée pour 2021. J'aimerais oser quelque chose, Frédéric. J'aimerais oser. Parce que déjà, entre crypto-monnaie et IA... Je vais plus loin.
le private equity hôtelier. Nous allons sortir cette année, 2021, là, juillet, j'espère, à la fin du printemps, de cette léthargie terrible du Covid. Le vaccin est en route, enfin, il est en train d'être... Ouais, normalement, d'une façon ou d'une autre, on ne pourra pas rester confiné et être au ralenti indéfiniment. Hein. Je pense que le momentum de marché, le timing de marché est extraordinaire pour rentrer maintenant sur les actifs hôteliers. Dans le creux. Mais bien sûr, c'est comme le CAC 4005. Ouais. C'est le meilleur moment de l'acheter. Ouais. Vous imaginez bien qu'il va y avoir une folie touristique de consommation française, européenne et mondiale, irrémédiablement, qui va porter le secteur hôtelier, et je l'espère de la restauration aussi. Private equity, spécifiquement sur le secteur hôtelier, à mon avis, très très intéressant pour 2021. Voilà. Toujours dans cette logique de moyen long terme. Hein. On est sur des produits qui ne sont pas nécessairement très liquides. C'est pas liquide, c'est 5 ans minimum. C'est 5 ans minimum, donc voire 6, 7, 8. C'est pas pour gérer son épargne de précaution. Non. Et puis alors pour terminer, Karl, peut-être un tiercé perdant, non? Si, avec plaisir. Allez, mais alors de façon synthétique, les 3 classes d'actifs. 3 classes d'actifs, tout ce qui est livret A et LDD au-delà du plafond de l'épargne de précaution, n'en abusez pas. Ça n'a aucun sens de mettre tous ces milliards sur les livrets A qui perdent de l'argent, je le rappelle, du point de vue du rapport d'inflation. Le deuxième, c'est soyez prudents à tous ces diamants en ligne, les places de parking Vinci sur des... Vous avez entendu ces histoires-là? Ne soyez pas crédules, c'est-à-dire que renseignez-vous. Quand on vous dit vous avez 6% garantie, non, ce n'est pas possible de garantir 6%. Il y a un sujet, on peut avoir un objectif. Bon, ça, c'est important. Et puis, le troisième, c'est l'immobilier ancien. S'il n'est pas aux normes énergétiques, le diagnostic de performance énergétique va évoluer au 1er juillet de cette année. Les règles de maîtrise de la consommation énergétique... une fortune pour se mettre à niveau, c'est ça? Ouais, Frédéric, exactement. Ça peut plomber l'opération. Donc, soyez vigilants, si vous faites de l'immobilier ancien, à ce que la contrepartie, ce soit une mise aux normes. Ne sous-estimez pas le coût de la mise aux normes de votre bien immobilier dans l'ancien. Prudence en 2021 là-dessus. Karl Toussaint Duvas, c'était très clair. Merci pour ces conseils. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Allez, on continue la matinale avec le regard de Philippe Bayot, bien sûr. Alors, on ne le présente plus, c'est l'ancien médiateur de l'assurance, ex-directeur de banque privée d'une compagnie d'assurance, enseignant à Paris 1, et puis surtout, l'auteur de cette somme, La fiscalité des assurances de personnes, dont Philippe, vous êtes en train de préparer la 5e édition. C'est ça? Oui, bonjour Frédéric, absolument. Bonjour Philippe. Elle est prévue donc pour cette année. Bon, je n'ai oublié aucun de vos quartiers de noblesse. J'ai tout mis, c'est ça? C'était parfait, comme d'habitude. Alors, on est là ensemble parce que vous préparez la 5e édition de cette somme, cet ouvrage de référence, La fiscalité des assurances de personnes. Petit point pour ouvrir, en matière de fiscalité 2021, il faut s'attendre à quoi? Il y a des mauvaises nouvelles dans le pipe? Vous êtes inquiet? A priori, pour l'année 2021, vous pouvez être plutôt serein. D'accord. Parce que nous sommes dans une année préélectorale et il n'est pas question d'attaquer le placement préféré des Français à une année préélectorale. Par contre, pour l'année 2022, nous pouvons nous attendre au pire. Donc 2022, ce sera l'année de rattrapage. Voilà. Le pire pourrait prendre 2 formes. D'abord, sur le plan juridique, un alignement du droit civil de l'assurance vie sur le droit civil des successions. Donc, la fin de l'érosion des spécificités des charmes juridiques de l'assurance vie. Et sur le plan fiscal, ce serait bien plus lourd, puisque très clairement, notre président actuel, Emmanuel Macron, a déclaré que l'assurance vie constituait un paradis fiscal et qu'il convenait, sous-entendu, de l'éradiquer. Et on peut s'attendre au pire. Voilà, donc dans l'hypothèse d'une réélection, il est très très clair qu'on aurait sans doute un alignement de la fiscalité applicable aux droits de succession sur l'assurance vie, et comme ça a été suggéré par le rapport du Conseil des impôts de 2018, la seule question en fait pendante est de savoir si on aurait le droit à une clause de grand-père ou pas. Une clause de grand-père consistant à appliquer la loi nouvelle qu'aux primes à venir et à préserver le stock. Mais pour la rentabilité du système, il est à craindre, et ce n'est pas une pratique française, que cette clause grand-père n'existe pas. Ouais. Donc 2021, année plutôt tranquille, année de rattrapage en 22 et vraisemblablement en 23. Merci Philippe Bayot, vous êtes bien rassurant aujourd'hui. Et on fait le point sur une actualité qui a défrayé la chronique, qui est en train de se calmer. H2O, les fonds H2O. Certains disaient c'est des bombes à retardement. Vous êtes un observateur privilégié de cette industrie. Vous en pensez quoi? Alors, pour m'être promené dans les quartiers de Méfer, où se trouve le siège d'H2O, je pense que c'est une tempête dans une tasse de thé. Oui. En fait, la caractéristique principale du marché actuel, ce sont des taux zéro.
Donc, comment créer de la valeur dans une phase de taux long nul? Ça oblige Donc, dès lors que l'on veut rechercher de la création de valeur, l'épargnant ou l'intermédiaire ne peut pas être étonné que de temps en temps, des équipes aussi intelligentes que celles de H2O connaissent un incident de parcours. La seule surprise, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir de rendement sans risque. Et donc, il faut bien analyser le risque, comprendre où se trouve le risque et dans quelle hypothèse il va survenir. Ben oui, quand on avait des fonds qui faisaient 30% par an, il fallait bien se douter qu'il y avait un peu de créativité là-dedans. C'est pas juste avec des obligations à la papa qu'on fait du 30% par an. Il faut un peu d'ingénierie. Il faut beaucoup d'intelligence. Les équipes de H2O sont frappantes d'intelligence. Mais l'erreur, c'est simplement une concentration excessive du risque sur H2O. Clairement, ce type de fonds ne doit représenter que 5 ou 10% d'un patrimoine, très largement. Et donc, l'idée de l'observation de liquidité, le besoin de liquidité, en fait, est très souvent surévalué sur un horizon très long. Est-ce que j'ai besoin vraiment de liquidité? Et est-ce que je ne peux pas trouver cette liquidité dans les fonds en euros dont je peux disposer ou dans d'autres actifs qui sont moins performants parce que moins boostés à l'intelligence? Vous aviez en portefeuille à titre personnel du H2O, Philippe, ou pas? C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes aussi détendu et que vous prenez les choses avec une certaine hauteur. Mais encore une fois, l'essentiel, c'est de bien apprécier son horizon de placement. À nos âges, puisque nous sommes deux barbus assez avancés merci Philippe. C'est un plaisir de vous recevoir. Dans la carrière. Mais pour une personne qui a 20, 30 ou 40 ans, le véritable horizon est de 30 ou 40 ans. Et même à 60 ans, je vous soupçonne d'atteindre les 60 ans, votre horizon patrimonial en réalité est de 40 ans, puisque si vous êtes marié, le couple d'un couple de 60 ans a 25% de chance d'être encore vivant à 102 ans, après le Covid. Donc même à 60 ans, l'horizon est très très long. Et le besoin de liquidité est donc toujours surestimé. Ok Philippe, merci, c'était très clair. Allez, pour terminer, la parabole de Philippe, c'est la stratégie de l'écureuil mondialisé. Vous m'avez parlé de ça pendant la préparation de cette interview. Je ne vous cacherai pas que je n'ai pas tout compris, ça semblait sérieux mais subtil quand même. C'est quoi cette parabole de l'écureuil mondialisé? C'est lié à votre interrogation sur le risque encouru par des détenteurs de H2O. En fait, la totalité des épargnants français encourent des risques, simplement ils n'en sont pas conscients et c'est ça qui est dommageable. Je vais prendre un exemple très ancien dans ma carrière professionnelle. Dans les années 80, j'ai accompagné des commerciaux pour vendre des produits d'assurance dans une petite ville de Sologne. Dans cette petite ville de Sologne, il y avait une entreprise qui faisait toute la richesse de cette entreprise. L'employeur du coin. L'ensemble des collaborateurs de cette entreprise ont acheté des maisons à proximité immédiate dans cette petite ville de province. L'entreprise a connu des difficultés avec la progression de la Chine. L'entreprise a fait faillite. La totalité des collaborateurs ont été remerciés. Et pire encore, en fait, ils se sont retrouvés avec des appartements qui n'avaient plus de valeur, qui avaient même une valeur négative. Parce que les crédits étaient en cours. Donc vous voyez que l'important, c'est de bien apprécier le risque qu'on encourt. Et là, il y avait une concentration du risque. Voilà. Il y avait un alignement dommageable entre la source des revenus et la source de valorisation du patrimoine. Mais en pratique, en fait, nous faisons tous ce type d'erreur, puisque pour un résident français, je suis sûr que vous avez un patrimoine magnifique au regard de votre expertise. Vous n'avez pas manqué d'acquérir de l'immobilier français. Ce qui est dommageable, c'est que vous allez également acquérir d'autres actifs français. Et dans mon esprit, c'est ça la parabole que vous indiquiez de manière moqueuse, il faudrait vraiment se diversifier en offshore. C'est-à-dire aller rechercher des valeurs d'actifs en Chine, en Inde, aux Indes. Si je comprends bien, se diversifier, s'ouvrir. C'est bien d'être écureuil, mais il ne faut pas rester sur un territoire trop étroit. Il faut être un écureuil mondialisé. C'est ça l'idée. Absolument. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Bayot, toujours votre sagesse. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt, j'espère. Allez, on continue la matinale. Je suis avec Johan Rivalan. Johan, bonjour. Bonjour Frédéric. Johan, vous êtes le président d'UBS, la maison de gestion. C'est une société de gestion, on y reviendra tout à l'heure. On est ensemble aujourd'hui puisque votre actualité, c'est la mise sur le marché d'un nouveau fonds qui s'appelle LMDG Europrotect. C'est bien ça, j'ai bien dit? Absolument, LMDG pour la maison de gestion d'ailleurs. Et c'est un nouveau fonds qu'on a lancé en janvier. Ça sent le fonds Europrotect. Vous avez tout compris. C'est pas un fonds en euros, c'est un complément diversifiant au fonds en euros. Vous savez toutes les questions qu'il y a autour de l'évolution du fonds en euros. Qui est de moins en moins rentable. Pour les investisseurs finaux. Et donc la nécessité de trouver des compléments ou des alternatives.
Alors, votre produit, là, Europrotect, c'est un fonds en euros, c'est 50-50, ça fait quoi? Ça vient compléter le fonds en euros pour les gens qui cherchent vraiment cette protection qu'offre le fonds en euros, tout en ayant une cible de rendement quand même supérieure. Donc ça protège le capital à 100%? Non, 100%, on aurait adoré, mais c'est pas possible. Donc on se contente de 90% de protection, mais valable tous les jours, quelle que soit l'entrée ou la sortie, pour tous les investisseurs. Et le reste, c'est quoi? C'est un fonds action? Il y a quoi dans le portefeuille? Non, alors le reste, c'est une gestion diversifiée. Gestion diversifiée, donc actions, obligations, avec du crédit, des devises également, un tout petit peu de matières premières. Et ça permet de s'appuyer sur nos expertises historiques chez la maison de gestion. Ok, donc c'est ça, ça essaye d'apporter et le rendement des marchés financiers et puis de la protection. La protection, ça doit vous coûter un petit peu d'argent. Vous prenez un risque en tant que société de gestion parce que si le portefeuille perd 20% et qu'un porteur veut sortir, vous êtes obligé de compléter, de mettre au bout, non? Et alors, vous le dites bien, ce n'est pas le rôle d'une société de gestion, d'où la nécessité ici de travailler avec la banque d'investissement d'UBS. D'accord, c'est UBS qui gère cette garantie pour vous, c'est ça? Absolument. Donc le fonds achète cette protection auprès de la banque d'investissement d'UBS. Ça doit coûter un petit peu d'argent. Parlons un peu technique. Alors, vous, en tant que société de gestion, ce service UBS, vous le facturez, non? Alors effectivement, c'est comme une prime d'assurance quelque part. Ça. Et donc, vous pouvez avoir la version sans protection avec une espérance de rendement plus élevée. Et la version avec la protection qui coûte de l'ordre de 1% par an, mais qui vient sécuriser votre investissement. D'accord. Ça s'adresse à quel type de clientèle? Alors, ce qu'on voit ici, c'est que la clientèle haut de gamme, qui est très investie dans le fonds en euros et qui est très averse au risque. Qui a du mal parfois à sortir. Vous l'avez dit. Donc c'est une sortie progressive. C'est une sortie progressive. Les assureurs sont ravis d'accompagner ce mouvement avec une solution sécurisée en unité de compte. Cette protection à hauteur de 90%, sans rentrer trop dans la technique, c'est 90% de la valeur initiale, de ma valeur d'entrée, de ma valeur d'achat, c'est quoi? Alors effectivement, c'est important, et c'est 90% de la plus haute valeur liquidative atteinte par le produit depuis son lancement. Depuis son lancement. Voilà, exactement. Donc on a un effet donc, en tant que porteur, cliqué de la performance, tout à fait. Il se peut qu'en tant que porteur, je sois rentré à un moment où ça avait déjà baissé. Et donc le high water mark, ça sera ce plus haut historique. Absolument. Et ça veut dire que si ça atteint 110 et que ça redescend à 100, j'achète à 100, je bénéficie du coup d'une protection à 100%. Absolument. Alors sachant qu'après on rentre dans la technique, mais vous avez compris le schéma, tout à fait. Bon, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Parce que quand un gérant commence à me dire on rentre dans la technique, c'est qu'il y a des subtilités. J'aime pas ça. Non, c'est absolument ça. Si ça atteint un plus haut et que j'achète sur repli, ben, du coup, je suis protégé. Absolument, mais comme vous achetez sur un repli, il y a quand même la gestion de la protection et donc du coup un mécanisme de désinvestissement du produit. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on peut parler d'UBS, la maison de gestion? On connaît UBS, qui est une grande banque. Bien sûr. UBS, la maison de gestion, donc c'est une filiale, c'est la société de gestion. Alors voilà, c'est important. C'est une filiale, c'est la filiale de gestion d'actifs d'UBS en France. Mais UBS, la maison de gestion, c'est détenu uniquement à 95% par UBS. Et les 5%? Les 5% restants, donc c'est ce fameux La Maison, ce club d'investisseurs fortunés, dirigé par Michel Sicurel et Marc Lévy, qui est également au capital. D'accord. Il y a dans l'image, dans l'ADN d'UBS, un positionnement, une dimension assez haut de gamme. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez eu envie de garder. Absolument. Sur la société de gestion. Absolument. Donc on essaie d'avoir ce positionnement clientèle haut de gamme, clientèle aisée, à la fois en direct au niveau de la société de gestion, mais aussi par l'intermédiaire d'UBS France, mais aussi avec des partenaires, family office, distributeurs, assureurs. Vous avez aussi, assez sur le haut de gamme, tout à fait. Vous avez aussi de la distribution externe, c'est ça? Oui. Mais sur du haut de gamme, sur du family office, des choses comme ça. Absolument. On travaille de plus en plus avec les family office qui sont des acteurs essentiels de ce dispositif. Allez, pour conclure, les attentes que vous sentez du côté de ces investisseurs haut de gamme sur 2021, on est sorti d'un exercice qui était un peu rock'n'roll, 2021. Quel est l'esprit des investisseurs? Alors, c'est difficile de faire une synthèse parce que vous voyez des gens qui rentrent sur les marchés de façon très active. Malgré tout, on sent un peu de frilosité, de réflexion sur les bulles éventuelles et du coup, la nécessité justement d'avoir des protections, des sécurités sur les investissements. D'accord. On veut du rendement, mais on privilégie la protection du capital, une gestion, comme on dit, de bon père de famille. C'est ça? Exactement. On protège un patrimoine qui a été constitué sur toute une vie, et donc c'est très important. C'est très clair. Johan Rivalan, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric, c'était un bientôt. plaisir. Merci.